Bonjour, nous présentons aujourd'hui les courts-métrages de la sélection Contrebande, qui est une compétition consacrée aux films autoproduits ou produits hors des systèmes de production traditionnels et autodistribués. Donc on a sur ce plateau deux invités. Le premier, c'est Jules Talbot pour Salade tomate oignon et Éric Valiquette pour Une dernière nuit sans tristesse. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par Salade tomate oignon avec toi, Jules. Donc Salade tomate oignon, c'est un type qui traîne, qu'on comprend qu'il est sorti de garde à vue, et puis une rencontre un peu inattendue va bousculer sa journée. Tu veux nous parler un peu de ton film et de comment est né le projet? Oui, donc en fait, Salade tomate oignon, c'est né d'un désir de faire un film sur une relation mère-fils à la base. Et puis moi à l'époque j'étais un petit peu en conflit avec ma mère. Et voilà, j'avais besoin, un petit peu comme une thérapie, d'écrire un film sur une relation mère-fils, mais j'avais pas envie d'en faire non plus tout un plat et que ça prenne le pas sur l'histoire. Et du coup, voilà, j'ai écrit cette histoire de rencontre un petit peu exceptionnelle, et puis où des personnages se viennent en aide mutuellement et s'amènent des choses. Et voilà, et donc j'ai écrit cette histoire, et puis voilà, j'ai eu la chance après de pouvoir tourner avec ma petite sœur, et puis avec Dali Ben Salah, qui est le comédien, enfin l'acteur principal du film que j'ai rencontré en casting, et voilà, qui porte une super énergie et qui amène, voilà, c'est l'essence du film. Et c'est ton premier court-métrage de fiction? Alors j'ai fait des petites choses avant, mais c'est plus, on va dire, des essais cinématographiques. Ça, c'est vraiment mon premier court-métrage de fiction où j'ai vraiment travaillé dessus pendant 1 an et demi quasiment, de l'embryon de l'idée jusqu'à la livraison du projet. Et voilà, donc c'est mon premier film. Ok. Éric? Oui. Donc Une dernière nuit sans tristesse, c'est une sorte de Roméo et Juliette qui ne se cache pas dans les campagnes québécoises, dans la forêt québécoise. Exactement. C'est un remake, en fait, comme on dit en français chez nous. Un remake de Roméo et Juliette que j'ai transposé dans la forêt québécoise. Je suis parti des personnages, je suis parti un peu de ce qu'on appelait, en fait, comme scénariste, l'ironie dramatique de Shakespeare. Puis je l'ai transposé, j'ai pris les mêmes personnages, je les ai vraiment mis dans un contexte de forêt oppressante. Puis j'ai fait ce qui arriverait à Roméo et Juliette s'il s'était perdu dans une forêt quelque part au Canada. Et c'est toi aussi ton premier court-métrage de fiction, ton premier court-métrage? Oui, c'est le premier court-métrage. J'étais en fait scénariste depuis quand même plusieurs années, en télévision surtout. J'en avais un peu marre de la liberté qu'on me donnait en télé, c'était des trucs un peu très stricts, on a beaucoup de choses à suivre, de règles à suivre, puis j'avais envie de faire quelque chose de complètement éclaté, puis de me laisser aller dans la réalisation. Puis c'était la seule manière que j'avais de faire, c'était de produire mes trucs, c'était de les réaliser, puis c'était même de faire la direction artistique. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez produit le film et comment est-ce que ça se passe quand on n'est pas dans une boîte de prod, une boîte de distrib, etc. Forcément, l'économie du film, c'est différent quand on autoproduit. Moi, personnellement, c'est vraiment un très très petit budget. C'est l'argent l'argent de Noël presque, en fait. Et puis, en fait, quand on n'a pas d'argent pour faire un film, il faut avoir une équipe qui a envie de nous suivre et puis qui tient au projet. Et je pense qu'il faut surtout avoir un projet fort qui raconte quelque chose. Et puis, quelque part, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent que le projet va en pâtir, parce que de ce manque d'économie naît aussi de belles choses dans la créativité et voilà, dans la fabrication du film. Et là, ton film, il commence sa vie en festival? Il commence à Sa vie en festival? Peut-être qu'il la termine, je sais pas. Le début et la fin. Non, oui, il a déjà fait quelques petits festivals, et le FIFIP, finalement, je crois que c'est son premier vrai gros festival, et voilà, je suis très content. Donc
moi, après, ce que je souhaite, c'est pouvoir aussi avancer sur mes futurs projets et puis peut-être passer une prochaine étape justement en termes de production et pouvoir développer mes futurs projets avec peut-être plus de moyens maintenant. Oui, ben même chose pour moi. En fait, un film, je sais pas, c'est une aventure humaine avant d'être une aventure financière, en tout cas pour cette fois-ci. Ça, c'est grâce à des gens, c'est grâce aux comédiens qui ont accepté de ne pas être rémunérés, c'est grâce aux techniciens, c'est vraiment toute l'équipe. On a fait le film parce qu'on croyait au scénario, on croyait à l'histoire. Puis c'est comme ça un peu que j'ai dû charmer tout le monde, un après l'autre, rappeler les gens. Il faut être très, très convaincant. Mais en même temps, il n'y a pas moyen de faire autrement si on est hors des institutions. Donc, on fonce. Puis si on veut faire un film, on fait un film. Puis il faut commencer maintenant. C'est tout. Ok, bah merci beaucoup à tous les deux. Bonne suite de festival. Merci. Vous restez pas tous aussi longtemps, mais et puis bonne vie à votre film et à votre carrière de réalisateur. Merci. Naïma, merci pour l'invitation. Pendant qu'on installe les prochains invités, on va revenir en images sur la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu hier du FIFIB. Voilà. Hola, somos de la Escuela de Cinema de Burdeos y Qué sorpresa, hablando español aquí. Pues aquí, sí, sí. ¿Estrenas tu película esta noche? Pues para el público francés sí, es la primera proyección en Francia y estoy muy contento de verla sentado entre el público y ver cómo reaccionan los espectadores ante mi nueva aventura. ¿Qué emoción te ha hecho de saber que estrenabas tú el festival FIFIB? Pues para mí es un honor, es un orgullo y inaugurar algo siempre es una buena señal y estar fuera de concurso. A mí no me gusta estar en los concursos de los festivales, me gusta hacer una presentación especial y esto es una buena noticia para mí y para el distribuidor francés. Buenas noches, bonsoir. Estoy muy contento de estar aquí esta noche y también muy nervioso. Voilà les deux prochains invités qui viennent présenter le film Elikia, Tracy Ann Ganaré, la réalisatrice, et Kevin Bago, son acteur. Alors Elikia, c'est l'histoire très rapidement d'un jeune homme qui, face au deuil de son père, se retrouve un peu déboussolé, mais qui est aussi artiste et qui a donc quand même quelques trucs dans sa poche pour s'en sortir. Donc est-ce que Tracy, tu peux nous parler un peu de ton film et de comment est-ce que est né le projet et tout. Alors du coup c'est né il y a 5 ans, donc j'ai écrit mon premier mot du coup quand j'avais 16 ans et j'ai fait ça en collaboration avec l'association 1000 Visages qui m'a donné ma chance de réaliser ce film. Du coup moi je voulais surtout parler d'ambition, de réaliser ses rêves et quoi qu'il arrive de foncer, voilà. Et j'ai fait passer des castings, donc ça faisait très bizarre pour moi d'être de l'autre côté, d'être celle qui choisit ses acteurs. Et j'ai su que c'était Kevin à la seconde près, en fait. Dès qu'il est rentré dans la salle, j'ai su que c'était lui. C'était totalement l'attitude que je voulais. C'était totalement la sensibilité et ce que je voulais, quoi, tout simplement. Kevin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience sur ce film? C'est la première fois que tu es comédien sur un film? Ouais, donc c'était la première fois. Excuse-moi. Et en fait, je l'ai pris comme un taf de danseur où je dois exprimer quelque chose en juste bougeant.
C'était une super expérience en soi. Ça a duré quelques jours. On a vite sympathisé avec Tracy parce que, je sais pas, il y a eu un feeling qui s'est passé directement. Et, en fait, ouais, c'est tout ce qui est interpréter un personnage, ou c'est un truc que j'avais pas fait auparavant, mais ça m'a plu directement. Donc je me suis mis vraiment à fond dedans et puis voilà, on a donné le meilleur de soi en fait. Et la danse est vraiment au centre du film. Comment est-ce que c'était de tourner des scènes de danse? Elles sont vraiment magnifiques et en même temps sans beaucoup de mouvements de caméra. Enfin, c'est très sobre et bon, voilà, ça met en valeur vraiment le corps de Kevin. Bah, du coup, j'avais fait de la danse et j'étais très sensible à la danse. Du coup, pour moi, c'était la forme à laquelle je me sentais à l'aise d'écrire sur. Et tout de suite, comme il disait Kevin, il y a eu un feeling, c'est-à-dire que dans le casting, il fallait apprendre du texte et faire une partie chorégraphiée. Non seulement il a dansé sur ma chanteuse préférée du moment, et en plus de ça, il a totalement retranscrit l'image de la danse que je voulais dans mon film. Donc du coup, voilà, j'adore la danse de base. Je suis un peu une touche-tout, donc j'adore la danse de base. Et voilà, pour moi, c'était la forme la mieux adaptée pour moi pour ce film. Et c'est toi qui as chorégraphié? Ça s'est passé comment le travail En fait, chorégraphique? ça a été de l'impro. Elle m'a donné des directions, mais tous les mouvements que vous voyez, c'était vraiment de l'improvisation avec la supervision de Tracy. Et c'était très important pour moi qu'il soit libre, vraiment. Ouais. Même dans le texte, pour moi, c'est très important pour moi que des acteurs soient libres. Encore plus quand il y a de la danse. Donc voilà. Et toi, Kevin, tu es chorégraphe et danseur professionnel. Tu travailles pour quelle compagnie? Alors, j'ai commencé avec la compagnie Blancali, il y a quelques années. Je travaille toujours avec elle sur quelques projets. Ensuite, j'ai fait Christine and the Queen. J'ai fait aussi des artistes un peu plus populaires, si on peut dire ça. Comme Lissandro, pardon, comme Lilywood and the Prick et Zaz. J'ai fait pas mal de plateaux télé. J'ai aussi été dans les Trois Mousquetaires. Et puis voilà, j'ai commencé à chorégraphier il n'y a pas très longtemps. Une artiste allemande qui s'appelle Yakoto. Et un autre groupe français alternatif qui s'appelle Off-Gang. C'est de l'électro. Franchement, c'est une bonne chose, quoi. Enfin, c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Et pour terminer rapidement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association Mille Visages, qui est une association très importante justement pour les modes de production alternatifs et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils t'aident dans le tournage, etc. C'est lié à une bourse Ciné Talent? Exactement, donc qui est financée par le CNC. Donc c'est-à-dire que du coup c'était il y a 3 ans. Le CNC leur ont donné une somme pour les dispatcher pour leurs jeunes en fait. Donc ils ont fait un appel à un scénario tout simplement. Et je me suis dit, c'est l'occasion de présenter mon projet. Et du coup, ça faisait 2 ans que j'étais déjà en train de l'écrire. Et donc voilà. Et c'est une association qui sensibilise le cinéma dans les quartiers populaires, qui aide les jeunes à mettre un pied dans le milieu du cinéma. Super, merci beaucoup. Merci. Bon festival. On souhaite une bonne vie à votre film et puis à vos carrières respectives. Merci de nous accueillir surtout. On est ravis. Et on va accueillir les 2 prochains invités. Simon Ritt et Léa Rich pour Mère, voici vos fils. Donc Simon Ritt qui est le réalisateur et Léa Rich qui est son actrice. Et alors Mère, voici vos fils, c'est un film expérimental avec des images entre documentaire et expérimental. Et alors Léa Rich et Simon Ritt travaillent souvent ensemble. Ils vont nous en parler. Mais est-ce que vous voulez déjà nous parler de ce film-là? Oui. Alors, Mère, voici vos fils, du coup, c'est un film. L'idée, c'était de partir des vieux films de famille qui racontent quelque chose de la mémoire et des souvenirs familiaux, d'amitié, de moments quotidiens, et de faire que
ce film de famille était de plus en plus habité par le fantastique et dévié même vers la science-fiction au fur et à mesure. Voilà, c'était ça l'idée du film. Et Léa, toi, tu joues dans ce film, tu es dans d'autres films de Simon. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est de tourner avec? Alors en fait, moi je suis pas du tout actrice. Là, dans Mère, voici vos films, c'est vraiment des captations de la vie quotidienne. Ce qui fait que moi, Simon me filmait, on était en vacances et je savais pas du tout ce que ça allait donner, je savais pas du tout comment il allait utiliser tout ça. Du coup, c'est surprenant. Voilà, parce que du coup l'idée c'était de partir que de vraies personnes que je connais et de partir des vraies relations qu'on a pour partir de la réalité pour construire une histoire de fiction autour. Du coup, c'est surtout des gens que j'ai filmés dans leur quotidien. C'est pour ça qu'il y a ce côté documentaire, c'est de faire de ces personnes du quotidien aussi des héros d'une histoire. C'était ça l'idée. Et tu dis que ça parle de mémoire et de souvenirs, mais ça parle aussi beaucoup de l'oubli et de l'effacement. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, ça parle à quel point les souvenirs sont éphémères et ces images qu'on essaie de se garder en tête et qui ont tendance à s'effacer, à s'oublier et à se détériorer. Et le film va vers une détérioration, va vers cet oubli des images. C'était une manière pour moi de parler de ces moments de bonheur qui sont toujours... comme s'ils étaient toujours malades, vu qu'ils sont conscients de leur caractère éphémère. Et c'était ça le projet du film. Donc tu ferais une relation entre le souvenir et la jeunesse, parce que tu as besoin apparemment de tuer beaucoup tes jeunes dans tes films. Ouais, une petite mort, le passage. C'est ça, et aussi parce que mourir jeune, c'est quelque chose qui marque notre génération aussi. C'est-à-dire qu'on entend tous ces gens avec qui on était au lycée, et on entend par quelqu'un qui sont disparus. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie et qui moi, me marquent beaucoup. Et ces idées de date de naissance et de date de mort, c'est quelque chose qui me touche. Et forcément, vu que moi, j'arrive pas à parler d'autre chose que des gens qui ont mon âge et de jeunes et de l'enfance, c'est des choses qui me travaillent beaucoup. Et c'est ça qui me touche, en fait. Et dans le film, il y a beaucoup de choses sur les souvenirs, mais en même temps, la partie dans laquelle tu es, c'est aussi, j'ai trouvé, par rapport aux deux autres histoires, parce que c'est un film composé autour de 3 personnages, et même si tu parles au passé, mais c'est de l'hyper présent, tu es la seule qui vit son histoire d'amour et qui est dans quelque chose. J'imagine que ça te soulage, qui te fasse vivre quand même dans le présent. Ouais, non, bien sûr. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est assez troublant, parce que c'est quand même des souvenirs de vacances assez heureux, avec une voix off dessus qui est quand même très dure. Et du coup... C'est ça, il y a ce décalage il y a un gros décalage. C'est ça. Tu sens tes souvenirs personnels un peu manipulés? Un peu, mais après, il y a beaucoup de fiction, sur... Et c'est sûr, voilà, c'est même s'il y a ce côté un peu noir dedans et peut-être un peu déprimant, il y a quand même beaucoup d'amour, je pense, pour les gens qui sont filmés. Et c'est des relations qui existent et des vraies relations d'amour entre nous, entre mes amis. Et voilà, il y a beaucoup d'amour entre les gens qui sont filmés. Voilà, je pense. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, ce sera la dernière question, du mode de production? Comment est-ce que vous avez produit votre film et comment est-ce qu'il se diffuse en ce moment? D'accord. Du coup, c'est un peu particulier parce que c'est surtout un film de montage. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est purement fiction, c'est-à-dire on a filmé des jeunes au Palais de Tokyo. Du coup, là, c'était vraiment un vrai tournage où on a fait venir des acteurs, on a filmé des skateurs et avec un processus de mise en scène qui était particulier vu qu'ils sont tous en surimpression. Du coup, on filmait les lieux vides, puis on les filmait dedans pour donner ce caractère fantomatique et les faire disparaître dans le lieu. Du coup, il y avait ce côté très fiction et à côté, il y avait des souvenirs très personnels qui étaient toutes ces vacances que j'avais filmées et j'avais filmé tous ces gens. Et du coup, le film, ça a été un travail de montage de mélanger ces histoires et de faire un passage entre cette fiction, le documentaire et d'un côté une expérimentation peut-être. Et du coup, ça a été totalement autoproduit. Après, j'ai eu l'aide de productions qui m'ont aidé à finir le film, qui m'ont conseillé. Mais sinon, le film est entièrement autoproduit. Et pour l'instant, je l'ai inscrit en festival. Il a été sélectionné dans un festival en Russie. Et là, c'est la première fois qu'il est montré en France. Du coup, je suis très heureux. Super, merci beaucoup à tous les deux. Bon festival. Merci beaucoup à vous. Et bonne vie à votre film, etc. Et
C'était donc la présentation des courts-métrages de la sélection Contrebande. Il y a un autre court-métrage de Giovanna Olmos qui s'appelle Sylvia dans les vagues. Elle est retardée dans l'avion, donc elle ne pourra pas le présenter. C'est un film canadien, québécois. Oui, la sélection est autour des films francophones et qui parle de l'identité de genre et aussi des passages. Voilà. Bon, au revoir.